One Piece récapitulatif numéro 9, Whiskey Peak. Après avoir quitté le Cap des Jumeaux, le Going Merry navigue vers Whiskey Peak, mais pas aussi facilement que d'habitude. En effet, en chemin, l'équipage expérimente les fameux changements climatiques et autres aléas de Grand Line, puisqu'il traverse notamment une tempête de neige, un orage et des courants marins invisibles. Malgré tout, ils parviennent à atteindre Whiskey Peak, l'île à l'air de cactus géants. Alors qu'ils choisissent d'entrer à l'intérieur des terres en remontant un fleuve, Mr. Nine et Miss Wednesday s'éclipsent avant même l'embouchure. Les Mugiwara, qui ne savent pas à quoi s'attendre pour cette première île de Grand Line, sont finalement accueillis en grande pompe par les habitants de l'île. Une fois débarqués, Igarupoy, le maire de Whiskey Peak, explique aux pirates que l'île est réputée pour son alcool et ses musiciens, et les invite à un grand banquet de bienvenue. Dans la salle du banquet, les Mugiwara s'y donnent à cœur joie, et établissent de nouveaux records de quantité de nourriture et d'alcool ingurgité, et finissent par s'endormir d'épuisement. Dehors, Mr. Nine et Miss Wednesday refont leur apparition, et rendent visite au maire de Whiskey Peak, qu'ils appellent Mr. 8. On découvre alors que Whiskey Peak est un repère de chasseurs de primes qui agissent pour le compte de leur mystérieuse organisation. Ils ont ainsi saoulé les Mugiwara pour les capturer durant leur sommeil. Mais c'était sans compter sur Zoro, qui ne s'est pas laissé duper et apparaît sur le toit de la salle du banquet. Il explique alors qu'il connaît quelque peu cette organisation nommée Baroque Works. En effet, elle l'avait approché à l'époque où il était réputé pour être un redoutable chasseur de primes. Les membres de cette organisation sont connus pour utiliser des noms de code afin de ne pas révéler leur véritable identité aux autres membres, mais également pour leur hiérarchie très organisée où chacun suit docilement les ordres de son supérieur. Le but de cette organisation serait de fonder une nation idéale, où les agents les plus dévoués obtiendraient les postes les plus intéressants. La centaine de chasseurs de primes se regroupent alors pour abattre Zoro, mais malgré un long combat, ils ne peuvent rien contre lui, et le sabreur les humilie facilement. Une fois tous leurs sbires battus, Mr. 8, Mr. 9 et Miss Wednesday décident de prendre les choses en main, mais malheureusement, ils ne sont pas vraiment doués. Par exemple, Miss Wednesday chevauche Kalou, son canard au bec tacheté, et tente de prendre Zoro de vitesse en attaquant avec une sorte de yo-yo aiguisé, mais malheureusement, sa monture passe du mauvais côté de Zoro. Mr. 9, lui, se bat avec des battes extensibles, et malgré quelques acrobaties maladroites, il parvient finalement à attraper le bras du second des Mugiwara. Zoro est alors pris en tenaille par les trois agents de Baroque Works. Mr. 8 lui tire dessus avec des canons portatifs, mais il s'en sort en envoyant Mr. 9 sur la trajectoire des balles puis sur Miss Wednesday, et finit par neutraliser Mr. 8. Mais deux autres agents de Baroque Works font leur apparition en ville. Mr. 5, le possesseur du Bomu Bomu no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui lui permet de déclencher des explosions avec toutes les parties de son corps, et sa coéquipière Miss Valentine, la détentrice du Kilo Kilo no Mi, un Paramecia qui lui permet de faire varier le poids de son corps entre 1 et 10 000 kg. Mais ces deux agents n'ont pas pour objectif de venir en aide à leurs collègues, bien au contraire. On apprend ainsi qu'ils sont arrivés sur ordre de Mr. Zero, le boss de Baroque Works, qui a appris que son organisation avait été infiltrée et que deux faux agents ont découvert son identité. Ces deux infiltrés sont Mr. 8 et Miss Wednesday, qui s'avèrent en réalité être Igaram, le chef de la garde royale d'Alabasta, et Nefertari Vivi, la princesse de ce même royaume. Igaram décide alors de retenir les deux agents de Baroque Works, tout comme Mr. 9, qui est de toute façon résigné à mourir pour avoir échoué à 2 missions successives. Vivi prend ainsi la fuite, mais ses deux amis se font pulvériser par une crotte de nez explosive de Mr. 5. Oui, entre toutes les possibilités que lui offre son fruit du démon, ce type préfère se battre avec ses crottes de nez. Mais pendant que Mr. 5 et sa partenaire partent à la poursuite de la princesse, Igaram supplie Zoro de leur venir en aide et d'aider sa protégée à rentrer à Alabasta, et lui promet une grosse récompense en échange. Le second des Mugiwara semble insensible à la situation, mais ce n'est pas le cas de Nami, qui fait son apparition et voit dans ce sauvetage de princesse la possibilité de s'enrichir grandement. Zoro part alors sauver la princesse d'Alabasta. Il apparaît alors pile au bon moment pour couper une crotte de nez explosive qui allait stopper l'épopée de Vivi. Mais son sauvetage est interrompu par un Luffy très énervé que Zoro ait abattu les bienfaiteurs de leur banquet. Et oui, comme il dormait jusqu'ici, Luffy ne sait pas qu'ils sont en fait des chasseurs de primes, et s'en prend à Zoro sans même écouter ses explications. Leur combat très serré fait de gros ravages dans les alentours, et ils en oublient même Mr. 5 et Miss Valentine. Ces derniers, vexés d'être ignorés, tentent d'en profiter pour les attaquer par surprise, mais ils se font battre lamentablement par les deux Mugiwara. Nami arrive alors et calme le jeu entre Luffy et Zoro. La princesse Vivi en profite pour expliquer la situation d'Alabasta. Ce pays s'avère être l'un des pays les plus civilisés de Grand Line, mais depuis quelques années, un mouvement révolutionnaire perturbe le pays et ses institutions. Ce mouvement serait dû aux obscures manœuvres de Baroque Works, qui auraient pour véritable but de s'emparer du pays. Elle a donc décidé d'infiltrer l'organisation pendant 2 ans avec Igaram, qui avait toujours veillé sur elle. Elle a ainsi découvert que Mr. Zero, le boss de cette organisation, est en fait le redoutable Shichibukai Crocodile. Elle doit maintenant rentrer dans son pays pour avertir le peuple de son identité et des intentions de cette organisation. Mais malheureusement, cette conversation était surveillée par Mr. 13 et Miss Friday, qui partent informer leur boss que son identité est maintenant également connue de Nami, Zoro et Luffy. Bien conscients qu'ils deviennent ainsi eux aussi les cibles du Shichibukai, les pirates n'ont donc plus le choix que d'aider la princesse à arrêter Baroque Works. Igaram débarque alors et leur expose son plan pour leur permettre de fuir. Il va se déguiser en Vivi et utiliser des mannequins pour imiter les pirates et partir en direction d'Alabasta grâce à un Eternal Pause.
Encore une fois, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo One Piece Récap numéro 0, rubrique technologie. Bref, tout ça pour faire diversion, tandis que les vrais Mugiwara et Vivi passeront par la route d'île habituelle grâce à leur lockpost. Malheureusement, Igaram arrive à peine au large que son navire prend feu. Les Mugiwara, constatant au passage que leur lockpost a fini de charger la direction de la prochaine île, se dépêchent alors de partir. Ils récupèrent ainsi Usopp et Sanji, encore endormis dans la salle de banquet, et reprennent ainsi la mer. Mais une invitée surprise fait son apparition sur le Going Merry, Miss All Sunday, vice-présidente de Baroque Works, partenaire de Crocodile, et également responsable de l'incendie du navire d'Igaram. Vivi explique alors aux Mugiwara que c'est elle qu'elle a pris en filature pour remonter jusqu'à Crocodile, mais qu'elle semble s'être laissée faire puisque c'est également elle qui a annoncé à Crocodile que son identité avait été découverte. Si elle ne leur dit pas ses véritables intentions, Miss All Sunday leur explique que la prochaine île sur leur route se nomme Little Garden, et qu'elle est tellement dangereuse qu'il lui est inutile d'envoyer des agents à leur trousse pour les éliminer. En revanche, elle leur donne un Eternal Post qui les mènera à une île déserte située juste avant Alabasta, et qui n'est pas connue de Baroque Works selon elle. Les Mugiwara sont bien sûr sceptiques, et se demandent s'il s'agit d'un piège. Mais Luffy ne réfléchit pas longtemps et détruit l'Eternal Post, déclarant que ce n'est pas à elle de décider de la route à suivre du Going Merry. Miss All Sunday repart alors sur le dos d'une tortue géante en déclarant qu'ils se reverront. Le personnage à retenir suite à cet arc est bien sûr Nefertari Vivi, la princesse du royaume d'Alabastar. Malgré son titre de princesse, elle n'hésite pas à se salir les mains pour aider son peuple et son pays, comme elle l'a montré en infiltrant Baroque Works en compagnie d'Igaram. Même si elle n'a pas de qualité physique exceptionnelle, elle sait se battre et manier différentes armes. Elle peut aussi compter sur sa monture, le très attachant canard géant à bec tacheté, Kalou, qui, même s'il est souvent tourné en dérision par Oda, reste très fidèle à Vivi et se familiarisera très vite avec les Mugiwara. Et oui, vous l'avez sûrement déjà compris, la mission escorter la princesse jusqu'à Alabasta va durer en réalité toute la saga, et nous aurons donc bien assez de temps pour apprendre à connaître Vivi et Kalou, qui possèdent tous deux des caractères similaires à ceux des Mugiwara. L'autre élément à retenir est l'autre enjeu de la saga, l'incontournable Baroque Works, et nous allons surtout nous attarder sur son organisation. Vous l'avez sûrement compris, hormis d'innombrables sbires, Baroque Works compte sur ses agents pour parvenir à ses fins. Ainsi, ces agents opèrent presque tous par binôme, et leur force est évaluable grâce au nom de code de l'agent masculin. Plus le numéro du Mister est bas, plus le binôme est puissant. Et la différence de force entre chaque binôme est particulièrement notable pour les numéros inférieurs à 5, qui sont tous des détenteurs de fruits du démon et offriront du fil à retordre pour les Mugiwara. Mais bien des mystères planent encore sur cette organisation, et notamment sur les véritables intentions des deux membres les plus haut placés, à commencer par le boss Crocodile, qui s'avère être aussi un Shichibukai. S'il est impossible de déterminer à ce moment-là de l'histoire sa force et ses capacités au combat, bien qu'il soit supposé avoir une puissance à peu près équivalente à celle de Mihawk, on peut déjà s'interroger sur les motivations de Crocodile. Enfin, pas pourquoi il s'attaque à Alabasta en particulier, et ce qu'il compte faire de ce pays, mais plutôt pourquoi souhaite-t-il à tout prix garder secrète sa réelle identité. Effectivement, depuis le Cap des Jumeaux, on nous rabâche que le secret est le maître mot de cette organisation. Si ça nous paraît normal pour nous que toute organisation mal intentionnée tente de rester cachée le plus possible, comme c'est le cas avec les mafias dans notre monde par exemple, cette insistance démontre quelque chose. Dans One Piece, personne ne se cache. Et quand on y réfléchit, c'est logique. Le gouvernement mondial n'est pas tout puissant partout, et donc les plus grands criminels ne cherchent pas à rester dans l'ombre, puisqu'il leur suffit de rester hors de portée du gouvernement mondial. On peut alors se demander qu'est-ce qui pousse Crocodile à cacher son identité. Et la réponse se trouve dans son statut de Shichibukai. Pour rappel, ce titre le lie avec le gouvernement mondial, en étant obligé de venir l'aider en cas de besoin, mais en échange de quoi le gouvernement mondial ferme les yeux sur ses activités de pirate. On peut alors se demander, s'il tente ouvertement de prendre le contrôle d'un pays en renversant sa royauté par une rébellion, est-ce qu'il gardera ce titre de Shichibukai, ou deviendra-t-il l'ennemi du gouvernement mondial? Le fait qu'il souhaite à tout prix garder son identité secrète nous permet donc de répondre à cette interrogation. On peut donc s'attendre à ce que le gouvernement mondial, et plus particulièrement la marine, vienne interférer dans ses plans s'il découvre qu'il compte s'emparer du royaume d'Alabasta. On découvre également qu'un autre personnage a des agissements extrêmement bizarres, Miss All Sunday. Et oui, pourquoi la partenaire de Crocodile a permis à Vivi de découvrir la réelle identité du boss de Baroque Works, si c'est pour ensuite lui dire que son identité a été révélée? Et ensuite, pourquoi elle tente d'aider les Mugiwara à atteindre Alabasta sans encombre? On peut avancer spontanément deux hypothèses justifiant ces actes. Ces agissements font partie du plan de Crocodile, ou elle agit de son propre chef, possiblement pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais si c'est un plan de Crocodile, quel est le but de laisser la princesse du royaume qu'il veut renverser découvrir son identité, et surtout, pourquoi ne pas avoir profité qu'elle ait pris Miss All Sunday en filature pour la piéger et la capturer ou la tuer? Mais de l'autre côté, si elle compte contrecarrer les plans de Crocodile, pourquoi lui révéler que son identité a été découverte? En réalité, il est impossible de connaître les réelles motivations de Miss All Sunday, tant qu'on ne connaît ni sa réelle identité, ni ce que Crocodile a prévu de faire à Alabasta. Il faudra donc être très attentif à ces révélations pour découvrir les réelles intentions de cette mystérieuse femme. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc Whiskey Peak.
N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.